Comprendre la Constitution européenne, c'est souvent une mission cauchemardesque. Empilement de traités et d'institutions, zone euro, espace Schengen, critères de Maastricht, pacte de stabilité, politique commune, exception. Une véritable avalanche de concepts qui ont rendu dingue des générations d'étudiants. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on vous raconte en 5 minutes le fonctionnement et l'histoire de la construction européenne. À la base, la construction européenne, c'est le rêve d'unité d'un continent qui n'a pas hésité à s'automassacrer durant des siècles. Ce bon vieux Victor Hugo ne s'y trompait pas dans son discours au Congrès de la paix de 1849, où il appelait de ses vœux la création des États-Unis d'Europe. Mais il faudra 2 boucheries mondiales et des millions de cadavres avant que les Européens ne s'intéressent réellement à la question. En 1945, l'Europe est un vrai champ de ruines. Face à la propagation rapide des idées des méchants communistes sur l'ensemble du continent, les États-Unis décident de prendre en main la destinée de l'Europe de l'Ouest. Le plan Marshall se déploie dès 1947, déversant des milliards de dollars de prêts pour la reconstruction, et l'OTAN voit le jour en 1949 suite au blocus de Berlin organisé par le camarade Staline quelques mois plus tôt. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman prononce un discours qui est le point de départ de la construction européenne telle que nous la connaissons. Par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Avec la création de la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux mettent en commun leurs ressources pour éviter de potentiels conflits futurs. Un projet d'Europe de la défense est même mis sur la table mais abandonné en 1954. Le parapluie militaire américain l'emporte sur une armée fédérale européenne. Et cet échec va marquer les esprits. L'Europe doit se construire par l'économie, avec des réalisations concrètes sans toucher aux fonctions régaliennes des États. C'est la logique du traité de Rome de 1957 qui institue la Communauté économique européenne, ou CEE, avec pour objectif principal la création d'un marché commun. On est alors en plein dans les 30 glorieuses. Vous savez, cette période idyllique de croissance et de plein emploi? Non, il ne s'agit pas d'un fake. Eh bien, le rattrapage économique de l'Europe est tout simplement fulgurant. Les échanges explosent, les pays se modernisent. De grands projets voient le jour et sont d'immenses succès. La politique agricole commune, l'union douanière et la recherche sur l'énergie nucléaire, par exemple. L'Allemagne et la France réconciliées deviennent un couple en vogue. C'est aussi l'époque où De Gaulle fout 2 vents consécutifs aux Anglais en leur refusant l'entrée dans la CEE. Une vraie Jeanne d'Arc des temps modernes. Pour le reste, l'Europe s'aligne quasi systématiquement sur la position américaine. Guerre froide oblige. Tout se complique dans les années 70. Face aux gros excédents commerciaux européens et japonais, Nixon met fin en 71 à la convertibilité du dollar en or. L'échange flottant et les chocs pétroliers remettent en question le système occidental. Les monnaies européennes sont attaquées par les spéculateurs. La montée du chômage et de l'inflation pousse rapidement à un tournant libéral hardcore, personnalisé par l'arrivée au pouvoir de l'illustre dame de fer en 1979, feu Margaret Thatcher. Et oui, entre-temps, les Anglais ont rejoint le club en 1973 et vont déjà semer la zizanie en demandant un rabais sur leur participation au budget européen. Et surtout, une Europe à la carte. We wanted £1,000 million of our own money back. C'est durant cette période que l'euroscepticisme commence à se développer sous fond de crise. Mais le cœur y est toujours, et les dirigeants, tout particulièrement François Mitterrand et Helmut Kohl, vont pousser vers une intégration économique plus forte. C'est ce qu'on a appelé le moteur franco-allemand. En 86, l'Europe des 12, avec Grèce, Espagne et Portugal récemment membres, signe l'acte unique européen qui prévoit la réalisation du marché unique d'ici 1993, avec 4 libertés de circulation. Capitaux, marchandises, services et hommes. Puis tout va s'accélérer grâce à un petit coup de pouce de l'histoire. En 89, le mur de Berlin s'effondre. L'Allemagne est réunifiée l'année suivante et l'URSS dynamitée en 91. This is the end. L'Union européenne est officiellement créée par le traité de Maastricht de 92 qui prévoit également une union économique et monétaire avec une monnaie unique. Les accords de libre circulation Schengen entrent en vigueur en 95 en même temps que l'élargissement à l'Autriche, à la Suède et la Finlande. Le 1er janvier 2002, la baguette de pain à 1 € devient une réalité. L'intégration des 10 pays de l'Est et du Sud en 2004 est célébrée en grande pompe. L'économie est au top. L'UE, qui représente 30% du PIB mondial, devient la première puissance commerciale sur Terre. Seule ombre au tableau, le rejet franco-néerlandais de projet de constitution européenne en 2005. Le début des emmerdes ? Référendum
Les Français rejettent la Constitution européenne. En 2008 et 2010, la double crise des subprimes et des dettes souveraines plonge tout le continent dans la déprime. Pour résoudre les graves défaillances de la zone euro, on a tout misé sur une bonne cure d'austérité. Le problème, c'est que ce plan n'a pas vraiment fonctionné, les inégalités n'ayant eu de cesse de se creuser. L'appauvrissement des classes moyennes, socle de la démocratie, a eu pour conséquence un rejet massif de l'Europe qui se manifeste notamment par le vote populiste. On va pas se mentir, les peuples sont totalement vénères contre Bruxelles, considérée comme une grosse machine technocratique pourrie par les lobbies, se focalisant uniquement sur l'économique en oubliant le social et la solidarité. Pour couronner le tout, les Brits se sont définitivement fait la malle début 2020 et le coronavirus a tout bouleversé. Amputée de l'un de ses membres les plus importants, l'Union européenne se retrouve confrontée à la plus grande crise de son histoire alors qu'elle doit relever des défis sans précédent. Vieillissement, réchauffement climatique, migration, cyberguerre, intelligence artificielle, défense commune. Je sais toujours pas nager, moi. Bref, quand la tempête gronde, les rats quittent le navire. Mais si chacun fait cavalier seul, tout laisse à penser que les pays d'Europe pèseront bien peu face aux géants chinois, américains ou russes. Le Royaume-Uni va-t-il devenir un paradis fiscal aux portes du continent? L'Union saura-t-elle faire davantage preuve de solidarité à l'avenir? Est-ce que d'autres pays vont suivre l'exemple des Anglais? Finalement, l'Europe, c'est comme dans un couple, il faut savoir faire des compromis, sinon tout part en vrille. Alors, le changement, c'est maintenant?